peu de silence, s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, René Clermont, Edith Scobb, Catherine Georges, Marie-Claire Achard, Suzanne Michel, Rosine Favet, Sabine Ravel, Jean Bollery, Bernard Calais. Un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Les Bohémiens des algues. J'ai repeint ma roulotte aux couleurs de l'été, ma maison feuille aux roues ensoleillées. J'écoute la crinière de mon cheval bruissant, clapotis de sabots au parage des routes, parmi les herbes grêles, ça grince et ça carotte. Jaillit des sauterelles, s'avance ma roulotte. Une famille de bohémiens qui voyageait entre Francis Garnier et Ténès sur la côte algérienne rencontre un jour un groupe d'orphelins qui s'est réfugié dans une île creuse, ancienne écurie à éléphants de l'époque carthaginoise qu'ils croient être les seuls à connaître. Or, cette île, appelée la Maison des Algues, est aussi utilisée de temps en temps par un peuple étrange capable de vivre sous l'eau comme des poissons grâce à la fleur d'or, un système de valves qui permet de relier leur circulation sanguine à des branchies artificielles. Ce sont les descendants de Phéniciens qui ont réussi à construire une ville de verre sous la mer, Kar Hatchat, c'est-à-dire la ville nouvelle. Bien entendu, les sirènes de Kar-Hatchat finissent par découvrir les bohémiens des algues dans leur île. Après quelques hésitations, des méfiances, on arrive à s'entendre, et très bien. Mais un sous-marin paraît un soir dans les parages. Heureusement, la maison des algues est bien cachée derrière ses volets de pierre. Pourtant, les sirènes de Kar-Hatchat, qui n'étaient venues sur la côte que pour acheter le matériel et les provisions nécessaires à leur vie sous-marine, décident de ne pas s'attarder comme d'habitude dans ces lieux devenus dangereux. Les bohémiens des algues les accompagneront. Même la roulotte, le cheval kilomètre et Zonzon le petit ours pourront être du voyage grâce à un tunnel de verre amené par les nouveaux venus. Et c'est ainsi qu'un matin, tandis qu'un brouillard tiède poissait le sable gris des criques aux eaux vertes, que sirènes, nageant et roulotte cahotant disparurent sous les flots. Voici papa Carolin et maman bohémienne roulant dans la chenille de verre, tandis que leurs enfants, Lol Michaud et l'enroué, jouent aux poissons avec les autres voyageurs. Dis donc, maman bohémienne, Oui. on voit pas grand-chose. Pourtant, la mer était calme quand nous sommes partis. À peine quelques petites vagues qui clapotaient sur le bord. Il semble que quelqu'un a agité le fond. Ce ne sont pas des nageurs. Ils ont plongé loin de nous. Oh, j'aime pas avancer ainsi dans ce brouillard d'eau. Allume la lanterne, Carolin. Ah, tu ne risques pourtant pas de te perdre. Il suffit de suivre le tunnel de verre. As-tu entendu? Oui, un choc contre le tunnel. Oh, approche ta lanterne, c'est de ce côté. Encore? Que vois-tu, Carolin? Un phoque.
Il a dû être attiré par la lumière de la lanterne. Il nous regarde. Ah ben, c'est lui qui a soulevé la vase du fond. J'avais bien entendu dire qu'il y en avait quelques-uns dans les rochers de Villebourg. Le lieu ne doit pas être fréquenté. Oh, il paraît pas méchant, avec sa tête de chat mouillé, le pauvre. Ah, voilà que tu vas vouloir le mettre au coin du feu, hein, pour le sécher. Je ne crois pas qu'il aimerait ça. Ah, moi, je sais plus quoi penser. Que veux-tu, Carolin? J'ai l'impression que ce voyage sous la mer, ça va me tendre les nerfs. Nous en ferons des cordes pour ma guitare. Oh, ouais, mais si tu crois que ce serait drôle de me voir devenir folle dans ce tunnel de verre, avec les cheveux tout droits sur la tête. Pour l'instant, tes cheveux pendent comme des ficelles. Donc, aucune crise de folie à craindre. D'ailleurs, la mer redevient claire. Le tunnel suivait maintenant un fond de sable blanc entre des rochers peu élevés. Il ne devait pas y avoir là plus d'une dizaine de mètres d'eau, et l'on voyait l'envers de la surface cabossée d'argent. De temps en temps, une vague qui se cassait là-haut chassait une poignée de perles en écume. Des mulets se jetaient sur les bulles, les recrachaient, puis continuaient leur route près de la surface, illuminée de reflets miroitants. On voit toujours pas les enfants. Ah, les sirènes de Karatchat leur font visiter la côte. Avec le système de la fleur d'or qui leur permet de respirer par des branchies, ils n'ont rien à craindre. Tiens, en voilà un. Hein? Oh, c'est là le Michaud. Mais qu'est-ce qu'elle tient dans les bras? Un bébé. Un bébé phoque. L'Olmichaud, en maillot scintillant, venait de décrire une courbe élégante et maintenant souriait devant la vitre du tunnel en montrant le jeune phoque qui se trémoussait dans ses bras. Il ressemble à un gros boutifard. Carolin prit une mine dédaigneuse pour faire cette comparaison. L'Olmichaud s'en aperçut et, vexé, fit signe qu'elle allait le rapporter à sa mère. Ses branchies rouges haltèrent sous ses opercules et elle s'éloigna rapidement vers les coulisses vaporeuses de l'eau verte. Eh ben la voilà partie et moi je ne peux pas la suivre. Si tu avais mis ton maillot, tu pourrais le faire. Il suffit que je sois là pour conduire kilomètres. Tu veux dire pour fumer ton cigare, hein? Oui, pour cela aussi. Tu devrais d'ailleurs en faire autant. Ça te calmerait. Oh, bah tu as bien raison, tiens, donne-moi un. Et maman bohémienne, qui fumait comme toutes les gitanes, alluma un petit cigare tandis que Kilomètre continuait à avancer à petits pas dans la chenille de verre. Bientôt, des rochers couverts d'algues brunes s'avancèrent vers le sable. Ils étaient creusés en dessous, et de ces ombres caverneuses constellées de polypes rouges sortaient des vieilles tachetées, des limons jaunes pâles, des anguilles, et toujours des girelles bleues, brunes, vertes. Regarde-les nager, ces girelles. On dirait un employé de mairie en train de signer à la place du maire. Et des pleins, et des déliés, et des boucles, à rendre jalouse une vieille fille minaudeuse. Oh, et ce boudin hérissé de piquant. Oh, que c'est vilain. C'est une limace de mer. Eh ben, dis, elle plaît pas à Kilomètre non plus, hein? On laissa la limace de mer dressée à la pointe d'un rocher comme un phare répugnant. Le tunnel sinuait maintenant entre des rochers de plus en plus élevés. L'eau devenait d'un bleu plus foncé. Oh, nous devons être loin de la côte. L'eau est certainement plus profonde maintenant. À quoi vois-tu ça? Par la couleur de l'eau. Et j'ai lu sur un morceau de journal qui servait à envelopper des oignons que les rayons rouges et jaunes du soleil s'enfoncent pas loin dans l'eau. Tandis que les bleus... Que me racontes-tu? Il n'a pas de rayon bleu, le soleil. Mais il en a, mais on les voit pas. Et tout ce bleu que tu vois, il est fait avec les rayons bleus du soleil. Les autres sont restés en haut. Hein? Et tu l'as encore, ce morceau de journal? Oh, j'ai dû m'en servir pour allumer le feu. Les deux bohémiens se turent. Le chemin de verre était maintenant entouré d'une eau bleutée où les rochers s'estompaient rapidement de chaque côté de la roulotte. Puis le tunnel s'enfonçant encore davantage dans les eaux, on ne vit plus rien que l'eau bleue.
Ah, je préfère encore une nuit bien noire au grand air à cette salive de mer, à ce sirop de faux ciel. Je ne serais pas étonné de voir une grande langue sortir de tout ce bleu, en clapotant, comme si elle avait faim. Oh, tais-toi, Carolin, tu me fais peur. Pendant une bonne demi-heure, la chenille de verre s'allongea toute droite dans l'eau profonde. Les enfants et les sirènes de Karachat devaient être restés en surface car on ne les voyait pas. On n'entendit plus que le bruit des sabots du vieux cheval, le roulement des roues et le grincement des harnais. Autour de la voûte de verre, rien que de l'eau brumeuse. Puis, la masse d'un rocher isolé apparut. On pense à une tour. Les parois sont à pic. Tu vois pas quelque chose remuer, là, tout en haut? Non. Non, mais nous verrons mieux quand nous serons plus près. Il y a des crabes sur la tour. Des crabes énormes. Ah oui, ils sont sur une carcasse de baleine. Ils ont déjà tout dévoré. On ne voit plus que les os blancs. C'était pas une baleine de 20 mètres, mais enfin, elle devait peser un bon poids. Oh, les sales crabes. Même ceux qui font rien paraissent toujours attablés devant une mauvaise pensée. Les pinces près de la bouche, là. Oui, ils peuvent pas changer la forme de leur carapace. Ah, tiens, regarde les crevettes. Elles valent pas mieux. Quelle crevette? Sur la tour. Ah, Oui, elles passent inaperçues parce qu'elles sont transparentes dans l'eau, mais elles aussi profitent de la carcasse de la baleine échouée. il y en a des nuées. Oh, et quel air féroce quand elle recule après chaque coup de dent, regarde. Bientôt, la tour où festoyaient crabes et crevettes disparut dans l'ombre sous-marine. Les côtes blanches de la baleine furent le dernier signe de sa présence. Mais d'autres tours rocheuses apparurent ensuite dans les profondeurs de l'eau. Sur leurs parois escarpées s'accrochaient des algues que broutaient quelques rougets. Rien ne bougeait. L'endroit était sinistre. À part ces rougets qui sont pas plus grands que mon doigt, il n'y a pas beaucoup de poissons dans ces parages. Ils doivent craindre toutes ces tours de Nel. Oh, Carolin et les enfants. Oh non, tu vas pas me faire sursauter toutes les demi-heures comme si tu avais un réveil dans le ventre. Et les enfants, les enfants. S'ils sont pas ici, c'est qu'ils se trouvent ailleurs avec les sirènes. Mais nous les connaissons pas bien, ces sirènes. Nous nous sommes contentés de les écouter parler et de les croire, bouche ouverte. Comme si elles ne pouvaient pas nous dire de mensonges. Que voulais-tu faire d'autre, maman bohémienne? Leur lancer des regards torves comme des tire-bouchons? Murmurer des « tiens, tiens, tiens » reliés à des sous-entendus agaçants? C'est si ces habitants de Karachat n'ont pas voulu nous séparer pour mieux nous perdre au milieu de ces tours. Et une fois morts, on ne pourra pas trahir leurs secrets. Oh, je n'ai jamais pensé à ça en les voyant. Non, moi non plus, mais nous étions sous le charme de leurs histoires fantastiques, alors... La roulotte continuait d'avancer sous sa fragile protection de verre entre les rochers aux formes de tours noyées très espacées les unes des autres. Les deux bohémiens se taisaient. Autour d'eux, l'eau était parfaitement immobile. Aucun signe de vie. Puis brusquement, une ombre apparut et se précisa rapidement. Lol Michaud! Regarde! Oh, mais elle nage comme si elle était poursuivie. Mais qui peut la menacer? Un requin? Les sirènes! Tu vois ce que je te disais? Ce sont les sirènes qui sont à sa poursuite. Oh, ma pauvre petite, ma pauvre... Elle file à toute allure pour leur échapper. Oh, mais viens par ici, Lol Michaud! Lol Michaud, nous sommes là dans la roulotte. Mais tu sais bien qu'elle peut pas venir, voyons. Nous sommes dans le tunnel de verre, prisonniers. Ah, elles ont bien préparé leur attaque, les sirènes de Karachat. Mais nage! Nage vite! Elle se dirige vers la tour qui est là-bas. Mais elle cherche à se cacher en attendant qu'on vienne à son secours. Elle l'a enrouée. Ah, peut-être les sirènes l'ont-elles déjà capturée. Horrible sirène! Regarde comme elle se démène de vraie furie. Mais fais avancer kilomètres, Carolin. Essayons de les suivre. Kilomètres. Oh là là. La tour vers laquelle nageait l'Olmichaud devint plus nettement visible. Au pied de la paroi sombre, on distinguait maintenant une ouverture béante en forme d'énorme portail.
Si l'Olmichaud pouvait arriver avant elle dans cette caverne, elle pourrait se cacher dans cette obscurité en attendant. Les sirènes s'arrêtent. De quoi ont-elles peur? L'Olmichaud! Les Bohémiens venaient d'apercevoir au fond de la mer une sorte de rivière grise emportant des débris d'algues, des carapaces de crabes et de poissons morts. L'Olmichaud venait de s'y jeter sans l'avoir vu et se débattait dans la violence du courant. Les sirènes gesticulaient à la limite de l'eau calme et faisaient de grands signes dans la direction de la tour. Le courant se dirige vers la caverne. Oh, Carolin, que faut-il faire? La rivière grise filait en effet vers la tour, et plus elle s'approchait de l'ouverture béante du portail de pierre, plus son courant devenait rapide et resserré. Malgré tous ses efforts, l'Olmichaud était quelquefois roulée par des sursauts de l'eau, pressée d'aller de plus en plus vite. D'autres fois, elle essayait de se lancer vers les bords, cambrée dans son maillot luisant, et les écailles miroitaient comme des appels muets. Mais, inexorablement, le courant entraînait la petite nageuse vers la tour. Les yeux des Bohémiens ne la quittaient pas. Ils auraient voulu avoir assez de force dans leur regard pour la mettre hors de danger, et, soudain, ils furent attirés par une forme qui remuait à l'entrée du portail où s'engouffrait le courant sous-marin. As-tu vu? Un poulpe. D'un creux de rocher, un poulpe énorme venait de se montrer, tordant ses bras avant tous comme de grosses cordes. Il avait trouvé là l'endroit idéal pour choisir les victimes que lui apportait le courant. Sans doute avait-il été attiré par le maillot étincelant de l'Olmichaud et avait-il jugé la proie digne de lui. Il s'était fixé sur un petit promontoire et attendait, tandis que l'Olmichaud, qui commençait à se fatiguer, était entraîné dans sa direction. Il la guette. Il se prépare. Oh, l'Olmichaud! Juste au moment où la petite fille passait devant lui et allait disparaître à l'intérieur de la tour, le poulpe lança un tentacule, puis 2 autres, et réussit à entourer l'Olmichaud par la taille. Maintenant, fixé au rocher par les ventouses de ses 5 autres bras, il tirait de toutes ses forces pour hâler l'Olmichaud hors du courant et l'amener dans son domaine. La fillette s'était évanouie. Quelle force a cette sale bête! Oh, si je pouvais casser le tunnel de verre avec une hache! Mais que font les sirènes? Elles se précipitent vers le poulpe. Elles n'ont même pas sorti leur poignard. Elles ne viennent que pour voir comment il va la dévorer. Mais non! Limone s'avance avec précaution au-dessus du poulpe. Oh, elle sort un petit sachet de son sac de voyage. Fait tomber des grains bleus sur les tentacules. Oh, le poulpe desserre son étreinte chaque fois qu'il est touché. L'Olmichaud n'est plus retenue. Elle va retomber dans le courant. Limone la prend dans ses bras. Oh, les braves filles. Ah, Tanit l'embrasse. Gulus donne un coup de pied au poulpe et c'est lui qui tombe dans le courant. Au revoir, sale bête. Je ne comprends plus rien. Mais pourquoi sont-elles si gentilles avec l'Olmichaud après l'avoir poursuivi? Poursuivi, mais il s'agissait tout simplement de l'empêcher de tomber dans le courant. Ouais, mais tu t'étais mis dans la tête qu'elle voulait lui faire du mal. Oh, ce sont ces tours qui m'avaient fait peur. Tiens, le tunnel fait un détour à cet endroit. Nous allons abandonner la région. Voilà les sirènes qui nous amènent l'Olmichaud. Elle ouvre les yeux. Elle nous sourit. Oh, quelles émotions. Moi, je voyais déjà ma petite l'Olmichaud morte. À toi, maman bohémienne, tu vaux un cinéma à toi toute seule avec tes visions. Prenant le tournant du chemin de verre, la roulotte laissa sur sa droite la région des tours habitées par les poulpes et ses terribles courants. Papa Carolin avait rallumé son cigare. Quant à maman bohémienne, elle se contentait de sourire à l'Olmichaud que les sirènes portaient en nageant le long du tube de verre. Ils allèrent ainsi pendant plus de 2 heures sous la mer. Le paysage était devenu plus sympathique. La chenille carthaginoise se frayait maintenant un chemin dans une immense prairie d'algues vertes, fines comme des herbes. L'eau était peu profonde et les rochers qu'on apercevait avaient des teintes d'abricot. De nombreux poissons voyageaient isolément ou par petits groupes. Mulets, loups, sards, pagres. À certains endroits, il y avait des bancs immobiles d'alevins, très jeunes poissons à peine sortis de l'œuf, qui se chauffaient dans les couches proches de la surface. Peu à peu, les ouïes de l'Olmichaud reprirent leur rythme et ses joues redevinrent roses. Elle finit par pouvoir reprendre sa nage parmi les autres.
Il devait être près de midi. Je ne sais pas ce que j'aime. Ils arrivent tous, Lol Michaud va bien, et pourtant j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. J'ai la tête vide. Bah mange, ça te passera. Mais non, mais je t'ai dit que j'avais la tête vide, non l'estomac. Et l'estomac est plus facile à remplir. Mange. Mangez, crois-moi, ton mal de tête va disparaître. Mais tout ça, ça communique. Mais il faudrait que les sirènes s'arrêtent aussi. Hé, là-bas, il est midi. L'heure de déjeuner. Sors la montre de ton gilet, elles comprendront. Ah oui. Midi. Miam miam. Ah, ça y est, elles ont compris. Elles me disent qu'elles vont en faire autant. Bah, comment vont-elles pouvoir manger sous la mer? Respirer, bon, j'ai vu comment elles s'y prenaient, mais manger, tout doit être mouillé. Oh, elles doivent avoir un moyen d'y parvenir. Tiens, regarde, il y a un grand remue-ménage au fond des eaux. Quelques sirènes avaient sorti d'un sac plus grand que celui qui servait aux provisions une grande nappe qu'elles avaient étalée entre deux eaux. Elles veulent faire un pique-nique sur l'herbe. Mais regarde au lieu d'imaginer. La nappe restait suspendue dans l'eau comme une méduse d'un blanc laiteux. Les sirènes tournaient autour d'elle. Puis Tanit la souleva et se glissa dedans comme entre deux couvertures. C'est pas une nappe, c'est un drap de lit. Bah, 2 draps de lit même. Ah non, elles n'ont pas dû nous comprendre. Elles vont se coucher. Oh, dormir là, dans l'eau. Mais pourquoi pas? Les uns après les autres, les enfants de l'eau se glissèrent entre les couches de la nappe. Mais ce n'était pas pour se reposer. Bah, ils remuent là-dessous comme des taupes qui auraient perdu leur chemin. Mais ils vont étouffer. Tiens, voilà un tuyau qui se déroule d'un bord, fixé à un morceau de liège. Ouais. Ah bah oui, il monte à la surface de la mer. La nappe se gonfle. Elle ressemble maintenant à un matelas pneumatique. Non, à une auberge dans l'eau. Même Kilomètre releva la tête et s'ébroua devant l'étrange spectacle. Rapidement gonflée, la nappe s'était transformée en un grand cube surmonté d'un toit rouge. Et dedans, autour de tables et de chaises emplies elles aussi d'air, la plupart des jeunes voyageurs s'étaient installés et déballaient des provisions. L'un d'eux, muni d'une sorte de grande poire en caoutchouc, aspirait les flaques de mer qui se trouvaient encore dans l'auberge et les rejetait à l'extérieur par un système de valves où l'eau pouvait sortir, mais non rentrer. Et Lol Michaud est à la place d'honneur, devant la cheminée en matière synthétique que domine une tête de cerf en plastique renforcé. Ils ont sorti les poulets froids que je leur avais préparés. Tanit offre une bonne aile à Lol Michaud. Hein, quand l'appétit va bien, devant une table bien servie, il n'y a plus rien à souhaiter. Tu ne veux plus manger maintenant, toi? Ah non, mais je ne l'oublie pas. Ah. Allez, prépare-moi un cassoulet pendant que je dételle Kilomètre et que je lui donne un picotin d'avoine. Ok. Regarde-les. Ils lèvent leur verre de vin dans notre direction. Oui. Ah bah, moi, j'ai rien dans la main, mais enfin, je trinque quand même. Santé, les enfants! Santé! Bonne et longue santé aux bohémiens des algues! Dans l'auberge, bulle d'air, régnait une grande animation. Je n'ai jamais eu aussi peur qu'aujourd'hui. Moi aussi, tu sais. Quand je me suis sentie prise par le courant. On imagine difficilement tout ce qu'il peut y avoir dans la mer. Surtout une auberge comme la nôtre. Tu as vu le Michaud? Avec une pastille de ce produit, nous le faisons dégager assez d'air pour gonfler l'auberge, les chaises et les tables. La tête de cerf et la cheminée. Vous n'y allumez pas de feu, je suppose. Non, nous risquerions de tout brûler. À quoi vous sert-elle alors? À penser au feu. À la chaleur. À nos espoirs. À nos amis. Moi, elle me fait penser au poulet que maman bohémienne a fait rôtir. Celui que je mange en ce moment. Le repas se poursuivit dans l'auberge gonflée et le tunnel, avec de grands discours échangés par gestes de part et d'autre du verre et de l'eau. Et cette nuit, où allons-nous dormir? L'auberge n'est pas assez solide, je ne me sentirai pas en sécurité. Nous irons dans une grotte sous-marine où débouche le tunnel de verre. Ainsi, nous retrouverons maman bohémienne et papa Carolin. Est-ce loin d'ici? Non, 1h30 à peine. 1 heure en nageant vite. Nous avons le temps. Puis l'auberge fut dégonflée, repliée, et le voyage reprit. La plaine d'algues vertes continua à s'étirer pendant une demi-heure. L'eau était absolument claire, et l'on pouvait voir assez loin devant soi. Les nageurs longeaient le tunnel de verre où la roulotte et Kilomètre ressemblaient à ces bateaux que les pêcheurs bretons réussissent à enfermer dans une bouteille. De temps en temps, Tanit ou Lilimone
venait se jucher sur le sommet de la voûte cristalline, faisait des grimaces et frappait à la vitre, ce qui faisait frémir les oreilles du vieux cheval. Puis apparurent de grandes montagnes que l'éloignement dans l'eau rendait moussues. Ah, c'est le Michaud qui frappe pour nous dire que la grotte où nous allons nous reposer ce soir se trouve dans ces montagnes. Elle me semble encore bien éloignée de nous. Ah, nous ne les verrions pas si elles étaient à plus de 200 mètres. Alors nous allons arriver. Ah, j'ai hâte d'embrasser ma fille. Ah, c'est toujours là le Michaud. Elle nous montre ses amis. Ah, ils sont de nouveau arrêtés. Hein? Mais qu'y a-t-il encore? Ah, et ben voilà qui va encore nous retarder. Mais c'est quoi, une baleine, des poulpes? Non, des oublades. Tout un banc d'oublades qui passent devant nous et leur barre le chemin. Oh, alors arrête le cheval. Ouais, ben nous allons attendre avec eux. La foule des poissons argentés aux rayures jaunes passait lentement. Ils allaient droit devant eux, on ne savait pas où. Leur œil cerclé de noir et d'or, illuminé par la poudre jaune du soleil couchant. Ah, et ça défile, et ça défile. Bien en rang. La nageoire sur la couture de l'abdomen, quoiqu'il n'y ait personne pour les applaudir. Ah, il faut avoir ça dans le sang, hein. Patience, ma femme, patience. Le banc d'oublades disparut. Où allait-il? On n'y pensait pas. Ce qui importait, c'était d'arriver à la grotte avant la tombée de la nuit. Très vite maintenant, les montagnes se rapprochaient. Le tunnel s'engagea dans une étroite vallée déjà sombre, puis se couda pour entrer dans le rocher. Ah, une porte en fer. Nous sommes arrivés. Mais les enfants? Oh non, ne recommence pas. Ah, mais je les ai pas vus entrer dans la vallée. Eh bien, comment êtes-vous entré dans la grotte? Par le haut, papa Caroline. Ah non, le Michaud, ma fille. La grotte était rudimentairement installée. Une seule ouverture vitrée donnait sur la mer. Les parois étaient rugueuses, mais très sèches. Une longue planche posée sur 2 tréteaux servait de table. Dans un coin, un tas d'algues pouvait être utilisé comme matelas. Ah, enfin de la poussière sous les pieds, une araignée sur le mur et mes enfants près de moi. Alors le Michaud, là, oui, venez m'embrasser encore. Mais venez aussi, mes petits, venez. Et puis nous ferons la soupe comme d'habitude. On alluma une lanterne, car la nuit était tombée. Vous venez d'entendre Fermez vos cahiers, un conte de José Pivin, avec le concours de Jean Negroni, René Clermont, Édith Scob, Catherine Georges, Marie-Claire Achard, Suzanne Michel, Rosine Favet, Sabine Ravel, Jean Bollery, Bernard Calais. Chef opérateur du son, Michel Ristich. Collaboration technique, Jean Laurence. Assistant, Daniel Long.